Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur les sites de la libre.be et de la libreco.be, mais aussi sur Facebook. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur François Langlais. Alors, nous sommes en compagnie aussi de Monsieur François Mathieu, donc journaliste à la Libre Belgique. Alors, François Langlais, je crois que c'est plus trop utile de vous présenter, mais on va quand même vous présenter en quelques mots. Vous êtes une personnalité évidemment médiatique bien connue en France et en Belgique. Vous avez longtemps animé une émission politique, notamment sur France 2. Vous êtes depuis quelques mois maintenant sur TF1, dans le groupe TF1. On vous voit notamment et régulièrement sur le plateau de LCI, aux côtés de David Pujadas, où vous délivrez vos chroniques économiques. Vous êtes aussi un auteur, puisque vous avez publié pas mal d'ouvrages, et on vous accueille justement pour le dernier ouvrage en date qui sort là maintenant. Il est tout chaud, quoi qu'il en coûte. Qui va vraiment payer la dette actuelle? Alors évidemment, vous faites référence à la crise sanitaire qu'on connaît et qui évidemment affecte l'ensemble de la planète depuis maintenant près d'un an. Crise économique, aussi crise sociale. Et ce livre que vous sortez maintenant n'est pas très très optimiste, parce que vous nous prévoyez déjà peut-être une nouvelle crise. On va en parler évidemment longuement avec vous. Et je vais me permettre aussi de vous dire que nous avons interrogé un certain nombre d'internautes pour qu'ils nous fassent part de leurs questions et de leurs remarques, et nous serons ici leur relais. Donc on va peut-être enchaîner par la première question, hein. Vous dites finalement qu'avec cette crise du Covid, le monde est entré dans l'ère de l'hyperdette, c'est ce que vous dites. Et vous expliquez en fait que la crise actuelle et ce surendettement des États, finalement, cette philosophie du quoi qu'il en coûte, finalement porte en elle les germes de la prochaine crise qui arrive déjà, qui sera une crise financière et qui devrait se traduire soit par un crack, soit par une hyperinflation. Vous n'êtes pas très optimiste là. Non, si vous voulez, c'est l'observation de l'histoire qui nourrit cette réflexion. C'est-à-dire que on n'a jamais vu des créations d'argent, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein. Auparavant, on empruntait de l'argent à des investisseurs, des gens qui avaient de l'argent, qui nous le prêtaient, qui d'ailleurs facturaient un taux d'intérêt en contrepartie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les investisseurs, on s'en fiche complètement. Le marché est complètement manipulé. C'est la Banque centrale européenne qui tient tout ça et qui, avec ses ordinateurs, crée de l'argent, hein. C'est difficile à concevoir pour les citoyens que nous sommes, mais une banque centrale peut manipuler son propre compte bancaire en rajoutant des zéros et puis en faisant des virements. C'est ce qu'elle fait massivement à hauteur de milliers de milliards d'euros. Donc c'est ça qui est préoccupant aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement de l'endettement, mais c'est de l'endettement associé à la création monétaire. Qu'est-ce qui peut se passer? Si on regarde l'histoire, c'est pas la première fois que ça se produit, hein, et ça s'est produit dans des temps même parfois très reculés, parce que de tout temps, les gouvernements ont voulu dépenser plus qu'ils n'avaient, et ça se traduit toujours par des désordres monétaires, c'est-à-dire on corrompt la valeur de la monnaie. Généralement, c'est l'inflation qui débouche, hein, c'est-à-dire que c'est une façon justement de dévaloriser la monnaie, mais ça peut être aussi des crises de confiance à l'endroit de la monnaie, c'est-à-dire le fait que les citoyens ne veulent plus l'utiliser et tâchent de s'en débarrasser le plus vite possible, justement en achetant des biens. C'est généralement ça qui provoque une hausse des prix. Alors, vous parlez beaucoup d'argent magique dans votre livre. Effectivement, les zéros s'accumulent au niveau des dettes sur les bilans des banques centrales. Est-ce que sky is the limit, comme on dit? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il faut jeter le pacte de stabilité et de croissance aux oubliettes? La question de la limite, en fait, on sait deux choses, mais j'allais dire deux choses seulement. La première, c'est qu'il y a une limite, même si personne ne sait la situer, au-delà de laquelle, justement, vous êtes écrasé par votre dette, ou bien, si on prend le chemin qu'on prend aujourd'hui, vous vous en prenez à la valeur fondamentale de la monnaie. La seconde chose qu'on sait, c'est que plus on s'endette, plus on se rapproche de cette limite, même si on ne sait pas la situer, hein. Donc, de ce point de vue, la période actuelle, en fait, cette propension à l'endettement, elle est antérieure à la crise Covid. On avait commencé avec Bien la sûr. crise de 2008-2009, notamment dans la zone euro, mais pas seulement. Les États-Unis l'ont fait également. Ils avaient commencé à démanteler un peu ces dispositifs de soutien à la croissance, mais quand même. En Chine, on le fait aussi de façon forcenée. Au Japon, on le fait depuis 20 ou 30 ans. Donc, le Covid ne fait qu'accélérer et forcer une tendance qui était déjà là. Sur le pacte de stabilité, la réalité parle d'elle-même, hein. C'est elle qui a fait voler en éclats ces critères, qui étaient, on s'en souvient, des critères de bonne gestion relativement banals, un peu, disons, stricts dans leur. Oui, un peu guidé par l'orthodoxie allemande aussi, Voilà, hein. c'était sous inspiration allemande, c'était un aspect du donnant-donnant, hein. Les Allemands acceptaient de participer à l'Union monétaire et en contrepartie, on acceptait, nous, un certain nombre de règles de bonne gestion qui ont été, au moins en France, Mhm.
largement contourné. Hein. Donc j'allais dire pour les Français, le fait que ce pacte vole en éclats, ça n'est jamais que la confirmation dans le droit de choses mais vous pensez que ce sera le cas aussi, au-delà du cas français? Effectivement, en France, on a bafoué les règles, mais de manière générale, si vous deviez dire, voilà, dans quelques années, le pacte de stabilité et de croissance, il n'existera plus, en tout cas certainement pas sous sa forme actuelle, oui. Et la flexibilité budgétaire sera portée à son paroxysme avec la dernière cartouche qui est le plan de relance. Je le pense, si vous voulez. Si on entre vraiment dans un monde de l'hyperdette, ces règles n'auront plus de sens. On tâchera de s'y accrocher. Ça sera d'ailleurs, je crois, l'occasion de frictions importantes entre les pays membres de la zone euro. Parce que déjà, le Covid, encore une fois, a accéléré la divergence qui existait entre le bloc de l'Europe du Nord, assez productif, concentrant à la fois le capital et puis des ressources humaines de bon niveau, et le bloc du Sud qui petit à petit se spécialise dans la production des vacances, de mer, de soleil et de plage. Les pays du Club Med. Oui, c'est ça, mais au sens le plus littéral. C'est d'ailleurs assez dommageable. Et du coup, on voit en Europe des mouvements symétriques. Vous avez les ressources qualifiées du Sud qui montent vers le Nord pour travailler. On a vu ça pendant la crise, des jeunes Grecs qui émigrent, de jeunes Espagnols qui émigrent en Allemagne, aux Pays-Bas. Et puis à l'inverse, des retraités du Nord qui vont passer des jours heureux dans le Sud parce que justement, ils ont le niveau de vie qui leur permet de le faire. Donc ces tensions-là, elles sont là, et je pense qu'elles vont être exacerbées par le fait que le pacte n'est plus du tout viable et qu'on va se retrouver dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'un jour ou l'autre, les pays du Nord disent on arrête de créer de la monnaie et de soutenir les économies, et puis les pays du Sud ne pourront pas supporter cela. Parce que, comme par hasard, c'est d'ailleurs assez étonnant, ce sont les pays du Sud qui figurent parmi les pays les plus exposés. Donc, vous écrivez d'ailleurs dans votre livre que même l'Allemagne est en train de faire un peu une petite évolution sur le front de l'orthodoxie budgétaire. C'est vrai. C'était pourtant le pays qui était garant d'une ligne dure sur le plan budgétaire. Non, c'est vrai. Il y a eu une évolution manifeste de Merkel avec le fait qu'elle ait accepté ce plan de relance collectif, avec donc une forme de mutualisation de la dette. C'est nouveau. Comme on le sait tous, pendant 10 ans, ça avait été nine, quoi qu'il arrive, notamment pendant la crise grecque. Bon, on avait trouvé, vous vous souvenez quand même, un mécanisme européen de stabilité qui était la préfiguration du plan de relance. Mais quand même, c'était assorti de remboursement. Là, il s'agit de dons, au moins pour une part substantielle pour les pays du Sud, puisque ça représente quand même presque 90 milliards d'euros pour l'Italie. Alors, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire l'Allemagne évolue, et finalement, je pense que c'est lié au fait qu'elle a pris conscience de son rôle dirigeant en Europe. C'est nouveau. Jusqu'ici, elle était dans une position probablement plus ambiguë. Le mauvais côté, c'est que les pays du Sud peuvent s'installer dans un rôle où, structurellement, ils tendront la sébile pour demander l'obol des pays du Nord. Tragique perspective pour l'Union monétaire que de voir des zones monétaires comme ça, des zones économiques qui se spécialisent chacune et où l'une dépend véritablement de plus en plus de l'autre. Mais justement, est-ce que vous pensez que cette crise pourrait permettre d'aller encore un pas plus loin? On sent bien que dans le monde politique en Europe, dans le monde, parfois certains économistes aussi, disent qu'il faudrait carrément envisager un effacement d'une partie de la dette, en tout cas de la dette qui est liée à la crise du coronavirus. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? L'idée, ce serait effectivement de pouvoir faire peser finalement les effets de cette crise davantage sur les rentiers que sur les travailleurs ou les entrepreneurs. Est-ce que c'est un scénario qui serait ouvrir la boîte de Pandore et décrédibiliser et créer finalement un risque pour l'ensemble du système monétaire, ou c'est quelque chose qui est envisageable? Je crois qu'il y a deux éléments de réponse. Le premier, vous l'avez donné, c'est que effectivement, si on était dans un scénario classique, c'est-à-dire on emprunte de l'argent à ceux qui en ont. Vous annulez la dette, ça pose tout un tas de problèmes, mais effectivement, vous en prenez au rentier. Mais là, on emprunte à la Banque centrale. Alors certains en tirent argument pour dire, vous voyez bien, on s'en fiche, la Banque centrale qui la possède, c'est nous. Deux remarques là-dessus. On la possède collectivement, donc justement, il y a la voix de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande, etc., qui seront probablement pas d'accord parce que c'est l'orthodoxie monétaire. Et puis deux, si vous vous en prenez à la crédibilité qu'inspire l'argent, c'est pas seulement les rentiers qui vont trinquer, c'est
tous les épargnants. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Les pensions aussi. Et les pensions, évidemment. Alors, sauf à penser qu'on les réindexe sur les prix. Ça n'est plus le cas dans tous les pays d'Europe, pour des raisons justement d'économie budgétaire. Donc, vous pouvez, en ayant l'illusion de concentrer le coût sur une petite partie de l'économie, en se disant, bon, ceux-là, ils peuvent payer, vous pouvez en réalité provoquer un choc qui atteindra toutes les classes populaires et moyennes, dans des proportions d'ailleurs beaucoup plus importantes que les plus riches. Donc c'est une stratégie un peu imprévisible, c'est ça que vous voulez dire. Oui, je pense que... Et à haut risque. En plus, si vous voulez, au fond, l'argent qu'on a dans notre portefeuille, sur notre compte bancaire, ça tient à quoi? C'est la confiance. On s'en rend pas compte. Pour nous, c'est transparent. Pour notre génération, on n'a jamais vécu de période où l'argent inspirait la méfiance. Mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont connu ça, tous, à l'occasion de guerres, de crises sociales, de crises politiques, de crises économiques. Nous, ça fait, en gros, en Europe, disons, une trentaine d'années qu'on est dans la stabilité la plus totale. On fait trop confiance aux banques centrales ? Écoutez, en fait, je crois que les banques centrales sont en train de gaspiller toute la crédibilité que nous avons accumulée pendant ces 30 dernières années. D'un certain côté, heureusement, c'était une bonne occasion de le faire. Il s'agissait de sauver des vies et de sauver l'économie à l'occasion d'un événement imprévisible. Mais attention, on en revient à votre question de la limite. La crédibilité, il n'y a pas un peu de crédibilité. C'est comme la lumière électrique. Il n'y a pas un peu de lumière. Vous appuyez sur le bouton, c'est allumé ou éteint. Et la confiance et la crédibilité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez la porte à un véritable doute, notamment en disant cette fois-ci, on ne rembourse pas les dettes, vous pouvez être pris dans un engrenage que vous ne maîtrisez plus. Et alors, où irait l'argent? Enfin, je veux dire, au fond, on peut imaginer que se développent des monnaies privées. On a le Bitcoin, alors c'est complètement fantaisiste avec des fluctuations considérables. Demain, on aura le Libra de Facebook, on aura le Monoprix, le je sais pas quoi, le casino, le machin. Probablement, chacune des grandes enseignes aura sa monnaie. Et si les monnaies publiques se dévaluent ou n'inspirent plus confiance à cause de l'intempérance budgétaire des gouvernements, on a quand même un bien commun très précieux qui va disparaître. Si on se résume, une crise financière est inéluctable, et deux, ce sont les détenteurs d'actifs, les épargnants en particulier, qui vont trinquer. Oui, absolument. Absolument. C'est pas la fin du film. Je pense que, si vous voulez, cette crise financière, elle scande l'histoire économique depuis toujours à intervalles relativement réguliers. Elle marque toujours la fin d'un cycle libéral et de mondialisation comme celui qui est en train de mourir sous nos yeux. Mais donc la crise financière, elle a commencé en 2008-2009. C'est une histoire qui est maintenant un petit peu ancienne. Elle n'est toujours pas terminée. Elle est accrue, aggravée par le Covid. Mais le Covid, encore une fois, ne fait que pousser les curseurs un peu plus loin. L'unité de temps, c'est la vingtaine d'années. De tout temps, et depuis 1490. Donc c'est assez curieux, ça se produit à peu près tous les 70 ou 80 ans. Et derrière, en général, il n'y a pas de raison que ça soit différent cette fois-ci, ça repart. Et on arrive à reconstruire, on réorganise et on repart pour une longue période de croissance avec les dividendes de la productivité qui ont été emmagasinés dans la période d'avant. Et c'est aussi l'objet d'un chapitre de mon livre. Tout n'est pas négatif dans ce virus, dans cette épidémie. C'est-à-dire qu'elle va aussi justement permettre aux entreprises de révéler une partie de la productivité latente. Elle porte en elle les germes d'une réelle transformation écologique, digitale, les grands enjeux. Je le pense. Alors, faut pas être naïf en se disant le monde a changé, c'est la fin du capitalisme. Je ne suis pas de ce camp-là, mais pour autant, je crois que ça va quand même accélérer des changements qui étaient en cours et au seuil desquels nous nous tenions en disant comment on les aborde. Là, on n'a plus le choix. Mais les temps vont être durs dans les prochaines années pour les entrepreneurs. Vous écrivez quand même dans votre livre qu'il va quand même y avoir une tentation assez grande des gouvernements, des États, à aller chercher auprès des plus riches notamment. Et il y a aussi effectivement auprès des plus riches, il y a des rentiers, des gens qui vivent de leur capital par héritage, mais il y a aussi effectivement des entrepreneurs qui ont monté leur business, qui l'ont peut-être revendu, en créé d'autres, etc. Est-ce que là, les années qui viennent vont être dures pour les entrepreneurs? Je pense l'âge d'or du capital, c'est fini. Enfin, j'anticipe un peu, mais c'est ce qu'on voit très nettement poindre depuis déjà plusieurs années. Vous avez quand même des crises sociales de plus en plus fréquentes un peu partout. Vous avez une concentration des richesses qui est très élevée, qui alimente la frustration, la stagnation des salaires, et notamment des salaires à faible productivité, de toute la classe moyenne. La classe moyenne dans nos pays, en Europe, il y a un tiers qui est monté. Qui a été aspiré vers le haut. Les gens qui peuvent, justement, qui sont bien formés, qui ont des opportunités de carrière, comme
aucune génération n'en a eu. Puis les 2 tiers qui sont tirés vers le bas et qui ont du mal avec la montée des prix de l'immobilier, avec le coût des études croissant, avec le coût de la santé, qui avec le vieillissement, alors il est socialisé dans nos pays parce qu'on a des États-providence importants, mais quand même. Donc tout ça, il y a la demande politique pour une réduction des inégalités, et je pense que justement la crise financière qu'on évoque aura l'effet d'euthanasier les rentiers, comme disait Keynes. Bon, ça va être désagréable pour eux, mais c'est malheureusement une étape, me semble-t-il, indispensable justement pour repartir d'un pied un peu plus solide. Cette crise a aussi montré, pour beaucoup d'observateurs, un peu les limites de la mondialisation, du système mondialisé. On a vu en Belgique, c'était le cas aussi en France, mais dans beaucoup de pays européens, toute la problématique des masques. On n'était plus capable effectivement de pouvoir avoir un stock de masques pour pouvoir protéger la population. Est-ce que vous pensez que cette crise va marquer un coup de départ d'une réindustrialisation de nos États en Europe? Est-ce que ça va vraiment être un élément de rupture, ou est-ce que finalement, voilà, ça va reprendre comme avant? Ça va reprendre comme avant, oui. En fait, pour moi, le point d'inflexion, c'est vraiment 2008-2009. Je pense que le virus, encore une fois, a mis la lumière sur ce phénomène, avec les masques, avec les respirateurs, avec les vaccins, avec tout un tas de trucs sur lesquels on a été incroyablement naïfs. C'est des questions de souveraineté. Mais la tendance, et l'expression politique de ça, d'ailleurs, c'est l'extraordinaire essor des populistes, qui disent ça depuis longtemps. On a laissé le monopole du bon sens sur ce chapitre aux populistes. C'est ça qui explique leur essor, parce que les partis traditionnels ont dit baliverne. Moi, j'appuie sur un bouton et je fais venir de Chine 300 000 millions de masques, et puis je couvre la population de Belgique en un instant. Le modèle Amazon, quoi. Oui, et ça marche pas. Vous vous en souvenez probablement, il y a une vingtaine d'années, il y a un bouquin qui a été écrit par Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, qui s'appelait La Terre est plate. La Terre n'est plus plate, les amis, parce qu'il y a des frictions, il y a des conflits géopolitiques. C'est le retour justement de la confrontation des puissances. Et dans ce monde-là, la question de la souveraineté, elle devient essentielle. Alors, c'est vrai, vous avez raison, le virus le montre avec éclat, mais je pense que ces préoccupations, au moins chez les peuples, étaient antérieures. Elles s'exprimaient sur les questions économiques, la fuite des emplois, sur les questions d'immigration. 2 questions qui, pour les partis traditionnels de droite comme de gauche, et probablement encore plus à gauche, étaient considérées comme sans intérêt, comme des vieilleries. Et particulièrement en Europe, on a tous été à vouloir supprimer les frontières pour des raisons très nobles. Je veux dire qu'on comprend bien. La frontière, c'était le monde d'avant, c'était la guerre. On était tous à former un camp ensemble, etc. C'était ringard, quoi, de dire on veut défendre les frontières. C'était ringard, bien sûr, c'était ringard. Et en réalité, le ringard n'était pas si bête, et le pas ringard était super naïf, quoi. Et le truc est en train de s'inverser. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Europe a du mal. Même, regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie. Aucun de nos pays, notamment entre la France et la Belgique, n'a fermé ses frontières. Mais c'est quand même incroyable. On dit aux gens, confinez-vous. Qu'est-ce que c'est qu'un confinement, sinon une frontière que vous mettez autour de votre maison? La frontière, ça marche. Mais les frontières nationales, alors là, pas question. Ah non, vous comprenez, on va pas revenir au Moyen-Âge. Mais les amis, moi je me souviens en France, il y a eu un match entre Turin et Lyon, tout au début de l'épidémie, le président a dit, c'est impensable de fermer les frontières. Mais à Turin, c'était l'épicentre. Puis ça, je sais pas de dire, on va poignarder les Italiens, simplement de dire, on protège, on fait attention. Et du coup, on limite, on nous dit, il faut limiter les interactions sociales, sauf quand elles concernent deux pays l'un avec l'autre. Ça n'a aucun sens. C'est bien l'idéologie, j'allais dire, du sans frontières, qui nous a, je crois, pénalisés. Vous remarquerez que tous les pays qui ont vaincu l'épidémie ont fermé leurs frontières de façon draconienne. L'Australie, Taïwan, la Corée du Sud, qui ne sont pas des dictatures. Et la Chine, ok, bon, mais la Chine, on dit, c'est une dictature. Enfin... Je venais à Paris, de Paris ce matin. J'observe d'ailleurs que même entre la France et la Belgique, où au fond on est très soudés, il y a maintenant des gens qui contrôlent. Il y a la police, il y a la douane. Les frontières réapparaissent. Faut pas s'en alarmer. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va se taper dessus. C'est juste une mesure de protection réciproque. Et là-dessus, il me semble que l'Europe a péché par naïveté. Continue à le faire. Un petit mot peut-être sur le processus de décision politique coincé entre les avis des virologues,
ceux des économistes. En Belgique comme en France, on voit que ça suscite beaucoup de perplexité au sein de l'opinion publique. Quel est votre avis là-dessus? Cette perte d'adhésion, elle s'explique aussi par ce match dans le match? Sûrement. Et puis, si vous voulez, on savait déjà depuis longtemps que les économistes s'empaillent sur toutes les questions importantes et qu'il n'y a pas moyen d'avoir une idée claire, une préconisation claire. C'est assez normal d'ailleurs parce que l'économie est une science molle et qu'au fond, la finalité de tout ça, c'est le partage des richesses. Il est normal que le partage des richesses fasse l'objet d'analyses différentes. Vous pouvez être communiste ou vous pouvez être libéral. C'est pas la même société, vous ne préconisez pas les mêmes choses. Mais les gens étaient habitués au fait que finalement, en économie, on peut dire tout et son contraire. Et puis, on découvre que c'est la même chose pour la médecine. On est tombé un peu sur les fesses parce que, enfin, les gens comme moi imaginaient que la médecine, voilà, c'était du solide. Bon, en réalité, comme toutes les sciences, il y a des questions de mesure, d'interprétation, de temps. Et c'est vrai que l'interaction entre ces deux corps a produit une espèce de brouhaha difficile à comprendre. Je note quand même que, tant en Belgique qu'en France, pour ce fameux déconfinement, hein, on est dans le même point sur l'orbite de l'évolution de l'épidémie. On évite les bêtises de la première fois où on a tout lâché. Donc on a appris, hein, et finalement cette interaction bazardeuse entre politique, scientifique et économiste, elle arrive à produire une sorte de consensus, à nous dessiller les yeux, c'est-à-dire justement à rompre avec une certaine forme de naïveté. On commence à parler en France d'isolement des personnes contaminées dans une version qui n'est pas simplement la bonne volonté. Hein. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut surveiller que les gens contaminés restent chez eux? Bon, petit à petit, l'apprentissage se fait. En 6 ou 8 mois, nos sociétés ont considérablement évolué. Hein. Et les économies aussi. Le deuxième confinement sera beaucoup moins mortifère pour l'économie que n'a été le premier, parce qu'on s'est adapté, qu'on a appris à faire différemment les choses que nous faisions auparavant, que évidemment se profile aussi la perspective de vaccins, qu'on a aussi amélioré considérablement la prise en charge des malades. Hein. Ça, oui, même si beaucoup d'économistes disent aussi que le plus dur, peut-être, ce sera dans quelques mois, quand des mesures de protection publique, laboratoire sur les faillites notamment, je ne sais pas si vous avez des mesures comparables en France, mais c'est une mesure évidemment qui a été appliquée en Belgique. À un moment, quand ces mesures ne seront plus d'application, que des acteurs économiques auront déjà été fortement fragilisés et qu'il était peut-être même déjà avant la crise, dans certains secteurs, on s'attend à une multiplication des faillites dans quelques mois ou même d'ici un an. Est-ce que finalement, on n'a pas une vision un petit peu tronquée de l'effet finalement de cette crise sur les entreprises? Parce qu'il y a justement ce parapluie public qui est là pour les préserver dans un premier temps. Sûrement, je voyais qu'en France, en fait, les chiffres de faillite ont diminué par rapport à une période habituelle, hein, de 30%. Est-ce que c'est pas un trompe-l'œil, ça? Mais écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que ces soutiens publics ne disparaîtront pas. On va rester comme ça. Probablement très longtemps, parce que ça sera impossible de débrancher, sauf justement à provoquer une catastrophe. Alors, sur tout un tas de secteurs, vous voyez les restaurants, la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas mangé au restaurant le 27 novembre 2020 que vous mangerez 2 fois plus en février 2021. C'est sûr. Mais la bonne, c'est que en février 2021, vous aurez faim et vous aurez envie d'aller au restaurant. C'est sûr. Donc leur business n'est pas mort. Autrement dit, ce business-là, si on l'aide aujourd'hui, on peut penser quand même que si on débranche, normalement, il devrait retrouver des conditions d'activité à peu près normales, probablement avec des mesures sanitaires, etc. Mais il y a tout un tas de business où ce que vous dites est très juste. Et où on ne saura pas qui débrancher. On ne le fera pas. On ne pourra pas le faire. Ça peut même peut-être être un problème. Si en 1925, on avait eu un tel système pour soutenir les diligences quand l'automobile est arrivée, peut-être qu'on n'aurait jamais eu d'automobile, hein, parce que les diligences, tout en étant beaucoup moins productives, beaucoup plus polluantes, hein, là aussi en termes de justement les excréments dans les rues, la propagation des maladies, etc. Mais elles étaient quand même aussi il y a beaucoup plus d'emplois, parce qu'il fallait non seulement les conduire, mais s'occuper des chevaux, les construire, etc. Donc les diligences auraient dit à l'époque, mais les amis, on veut le chômage partiel, le truc anti-faillite, là vous l'avez donné à un tel, nous on le veut aussi. On serait peut-être toujours avec des diligences.
Et c'est un peu ça aussi le danger qui nous guette. C'est le danger symétrique, hein, du quoi qu'il en coûte. C'est que il est possible qu'on ait, vous savez qu'on parle beaucoup de ça chez les économistes en ce moment-là, les entreprises zombies. C'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment de clients, vraiment d'activité, vraiment d'utilité, mais qu'elles soient maintenues. Je pense que ça va être très, très, très difficile de débrancher tout ça. Et en plus, on a trouvé la pompe à finances qui permet de pas trop se soucier de problèmes jusqu'à la dispute européenne qu'on évoquait tout à l'heure. François Langlais, un petit mot quand même, tout doucement l'interview s'achemine vers sa fin, comme on dit. Un petit mot quand même sur la France. Un des grands enjeux dans les prochains mois, c'est la présidentielle française. Est-ce qu'elle se jouera sur la gestion de la crise sanitaire ? Sûrement. Enfin, disons, il y a plusieurs scénarios. Si, je sais pas, en mars prochain, toute l'Europe est vaccinée, que le truc est aux oubliettes, les thèmes du monde d'avant vont reprendre un certain essor. C'est peu probable, hein, quand on voit la rapidité, si je puis dire de façon ironique, avec laquelle le gouvernement français a géré la crise des masques, les tests, ça a été un bazar incommensurable. On imagine que pour les vaccins, ça sera pas forcément plus simple. Mais donc tout ça va prendre quelques mois, à supposer même que l'efficacité des vaccins soit confirmée. Donc bien sûr, la gestion de l'épidémie et la façon dont le jugement que les citoyens porteront sur l'action du président et de son gouvernement jouera de façon importante. La difficulté pour Macron, c'est que il se vend comme un président réformateur, qu'il a été complètement interrompu dans ce mouvement, d'abord par les Gilets jaunes, quand même, qui a de manière assez fracassante, effectivement. Fracassante. Et vous dites qu'il n'a d'ailleurs pas vraiment vu venir pas du tout. Ce phénomène, en fait. Pas du tout. Soyons honnêtes, pas grand monde ne l'a vu venir. Il y a des gens qui disaient ça depuis longtemps, des sociologues, des philosophes, comme Marcel Gauchet, qui a écrit un papier en 2011. C'est sidérant, quoi. Il raconte vraiment l'actualité de 2018. Mais peu de gens l'avaient vu. Et au début, d'ailleurs, il est un peu dans le déni. Il dit, on va donner une subvention aux gens pour qu'ils changent leur chaudière au fioul et qu'ils les remplacent par une pompe à chaleur. C'était pas le seul sujet, quoi. Et puis, petit à petit, il abandonne finalement 20 milliards. Déjà, le quoi qu'il en coûte commence. Et puis, il parle de réinventer la France, aussi le modèle, etc. Donc, tout à fait. Et il est encore sur ce logiciel-là. Pour lui, l'épidémie est un contretemps. Et donc, quand le contretemps s'arrêtera, il faudra reprendre le temps. C'est-à-dire la réforme des retraites, y compris dans sa dimension un peu difficile, c'est-à-dire l'allongement de la durée de la carrière. Il faudra reprendre la réforme de l'assurance chômage, y compris dans cette dimension difficile qui est la réduction quand même, disons, le fait qu'on augmente la barre pour pouvoir... On élève la barre pour pouvoir être indemnisé. J'aurais tendance à penser que ces sujets-là ne pourront pas passer dans la France de l'après-épidémie, parce que le corps social n'est pas prêt à les accepter. Il n'était déjà pas prêt à le faire en 2019. Vous vous souvenez de la difficulté avec laquelle cette réforme a été conduite. Et on peut imaginer que la croissance économique restera assez molle, si même elle redémarre, qu'on sera dans des problèmes justement d'endettement assez importants. Donc c'est une élection à haut risque. Dernière question. On va pas se mentir, le livre est assez pessimiste. On annonce d'une nouvelle crise financière, etc., etc. Quel message pouvez-vous adresser aux jeunes, message d'espoir ? Je pense que ça ira beaucoup mieux pour eux. On est dans la fin du cycle difficile, là. Et vous dites quand même, il y en a encore pour 10 ans, en gros. Oui, la toute dernière phrase de votre livre laisse penser qu'on n'y est pas encore tout à fait au bout. Je dis en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que ça dure 20 ans. Pardon. Et la bonne, c'est qu'on en a fait 12. Et après, d'intensité variable, c'est difficile à dire. Puis bon, je suis pas futurologue au fond, mais donc c'est l'analyse de l'histoire et des dynamiques qu'on voit aujourd'hui qui me fait penser ça. Ça n'est qu'un... Prédiction. Oui, disons une analyse. C'est une analyse, c'est ça. C'est moi qui estime ça. Je ne suis qu'un témoin parmi d'autres. Mon sentiment, documenté quand même par mon travail quotidien et l'analyse de l'histoire, me pousse à dire cela. Mais je pense que derrière ça, on retrouvera une longue période de croissance et de stabilité. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle The Great Demographic Reversal, qui explique que justement, on va
pour des raisons démographiques, l'extraordinaire contraction de la population active mondiale, notamment en Chine, avec le vieillissement, les salariés vont retrouver du pouvoir de négociation dans leur salaire et pouvoir avoir justement des rémunérations bien meilleures. Et alors les auteurs disent, c'est le retour de l'inflation. On entre dans une période de retour de l'inflation et de diminution très forte des inégalités, parce que l'inflation, c'est le moyen de faire... C'est la solution miracle. C'est le moyen de faire disparaître la dette, et c'est quand même... Un bon vieux classique. Un bon vieux classique, c'est les éternels indébannables. Et c'est aussi le moyen quand même de s'en prendre un peu aux détenteurs de capital. Donc je pense que les jeunes auront à la fois un contexte macroéconomique meilleur. 2, les politiques traditionnelles ont compris le message et commencent justement à intégrer la demande populaire. Et 3, il y a une réserve de productivité importante qui va se libérer. Tout ça, si on tire les fils sur 5 ou 10 ans, on se dit ça devrait aller beaucoup mieux pour eux. Parfait. François Langlais, merci. Alors, je rappelle beaucoup. le titre de votre livre, Quoi qu'il en coûte, chez Albin Michel. Merci à vous de nous avoir suivis et vous retrouverez bien évidemment l'intégralité de cette interview dans la Libre Écho de ce week-end. Bon week-end en parlant de ça.